aussi essayer de ne pas être trop long. Alors tout d'abord peut-être revenir, même si ce n'est pas tout à fait dans la délibération, sur ce qu'ont connu beaucoup d'établissements lorsque l'on s'est lancé dans cette opération vérité sur les dotations de fonctionnement, puisque sous prétexte ou sous couvert d'instaurer un principe d'égalité, eh bien certains ont connu des baisses assez substantielles, ce qui explique pourquoi il y a eu des réactions très fortes. Moi-même, dans les conseils d'établissement, j'ai pu être le témoin de cette réaction. Alors il y a pour cela deux raisons, je vais vous les donner. La première, c'est qu'ils n'ont pas été informés en amont ni impliqués. Alors j'imagine que ce qui nous a été dit en commission, la réunion qui a été organisée avec les principaux par la suite visait vraisemblablement, enfin je l'interprète, mais à corriger le tir. Et la deuxième chose, c'est que ces ajustements ont été imposés dans un délai extrêmement ramassé. J'ai regardé un petit peu le calcul sur certains établissements. Cela a pu représenter jusqu'à 10% des baisses de fonctionnement. Ce ne sont que des baisses de dépenses de fonctionnement. Prenez n'importe quelle organisation, qu'elle soit publique ou privée, 10% de baisse de fonctionnement sur un exercice, c'est énorme. Et donc ça explique pourquoi il y a eu ces tensions, ces réactions, et vraisemblablement pourquoi aussi il y a des débats, des demandes de soutien complémentaire, par exemple pour les transports ou que sais-je encore. Et il y a des établissements qui ont été particulièrement touchés, j'en ai plusieurs à l'esprit. Je crois que le collège Georges Seurat, ça a été le cas. Je crois que celui de Paul-Éluard à Châtillon, je crois même qu'il y a eu des établissements où il y a eu des erreurs de calcul. Et en plus, là-dessus, il y a eu un débat des difficultés liées aux bases de calcul elles-mêmes. C'est un petit peu le débat que nous avons eu, c'est-à-dire comment on calcule ces effectifs, puisque même détermine cette dotation de fonctionnement. On était sur du prévisionnel, alors qu'en réalité, nous aurions pu travailler sur du constaté. Et sur le constaté, il y avait dans certains établissements des différences. Moi, j'ai pu noter des différences assez substantielles, même si ce n'était pas un établissement peut-être moins touché que les autres sur la dotation de fonctionnement, qui est le collège de Alfred de Vigny. Alors, j'ai presque envie de dire, mais si on était mauvaise langue, mais ce ne sera pas le cas, enfin je vais le dire quand même, dans l'intérêt de tous, n'est-ce pas, que peut-être ces quelques mesures d'ajustement vont permettre de couvrir les baisses liées aux difficultés de recouvrement inévitables qui vont intervenir suite à l'opération de modification du système de gestion des facturations de la cantine. Parce que j'ai d'ailleurs posé la question, et ce serait intéressant de savoir combien sera le solde final. Je vois mal partir à la recherche des parents pour récupérer ces paiements. Donc, quelque part, d'un côté, la restauration au profit de la cantine, puisque... mais ça va coûter cher, il n'y a aucun doute. Je pense que ça va être très important. Oui, moi aussi. Voilà, parce que je n'imagine pas en train d'aller courir après les familles. Voilà, donc... Et quoi qu'il en soit, pourquoi est-ce qu'il y a un lien, enfin, vaste communicant, c'est que l'essentiel du levier qui a été utilisé pour finalement procéder à cet ajustement porte sur cette déduction qui concernait donc les prélèvements sur les coûts liés à la gestion de la restauration. Alors on peut dire oui, ils sont déjà prévus dans la dotation de fonctionnement, mais quand un organisme, encore une fois, quel qu'il soit, public ou privé, a vécu avec un montant de fonctionnement, de dotation de fonctionnement, ça veut bien dire quelque part que ces sommes-là présentaient un intérêt. Et je crois que s'il y avait eu une concertation, on aurait peut-être pu individualiser les mesures et en même temps les étaler dans le temps. Alors maintenant, j'en viens, si vous le permettez, sur l'objet même de cette délibération, c'est tout ce qui relève de la politique éducative. Alors pour le coup, je dirais que la contribution à l'effort budgétaire est plutôt minime. Si on reprend à périmètre constant, ce qui n'est pas toujours très simple, puisque parfois les dispositifs changent ou évoluent, mais si on prend la délibération 1, 2 et 3, j'ai cru observer une baisse de 1,4%, mais c'est sous réserve parce que parfois on a du mal à retrouver nos petits. Quoi qu'il en soit, et là je rejoins ce qu'a dit ma collègue, j'ai essayé de... Dans la délibération, on nous dit qu'il y a 17 dispositifs relevant de l'action éducative. J'ai essayé, je ne pense pas avoir été jusqu'au bout, d'identifier tous les autres dispositifs qui sont cachés, enfin pas cachés, qui sont pris en charge dans d'autres actions. Par exemple, l'environnement. Je crois, alors j'ai cru en voir quelques-uns dans la culture.
Il y en a certains, je n'ai pas trop les retrouver, mais je pense qu'on doit aller quasiment vers du 40, voire même au-delà de dispositifs éducatifs. Et bien évidemment, c'est beaucoup trop. Parce que quand on fait l'analyse de l'utilisation de chacun de ces dispositifs, on constate qu'il y a un niveau de participation, que ce soit du nombre de collèges ou du nombre d'élèves, extrêmement inégal. Il me semble qu'il est extrêmement important, pour que les choses soient palpables, qu'on puisse recentrer. Recentrer ne veut pas dire supprimer. Attention aux volontés de recentrage qui s'accompagneraient d'une réduction des sommes consacrées. Mais recentrer pour que le plus grand nombre de collégiens participent à une aventure commune portée par le département. Alors, par rapport à ces dispositifs, parce que l'inconvénient quand il y en a autant, c'est qu'on peut finir par être dans une logique un petit peu de la dispersion, du saupoudrage, et qu'on perd le sens de l'essentiel et que l'on se demande quelles sont les lignes directrices. Et quand les lignes directrices ne sont pas suffisamment palpables, visibles, eh bien, il devient compliqué ensuite de mettre en place des politiques d'évaluation dignes de ce nom. Pour en revenir maintenant sur quelques-unes des composantes de ces actions, pas toutes, parce qu'il y en a beaucoup, comme il y en a 40, ça pourrait prendre du temps. Vous avez dit que vous seriez court. Quelques-unes. Eh bien, tout d'abord, je note qu'il y a eu tout d'abord une volonté, une première tentative de recentrage, mais ça reste encore léger. Il y a quelques dispositifs. La semaine du goût qui, je crois, a disparu. Par contre, je voudrais signaler la progression de l'enveloppe consacrée à tout ce qui relève de la catégorie l'aide aux élèves en difficulté. Je pense que c'est une bonne chose, avec une progression, vous voyez que je sois un peu long pour signaler qu'il y a de bonnes choses, c'est peut-être pas mal, de l'ordre de 147 000 €. À l'intérieur, peut-être attirer l'attention sur un dispositif qui présente un intérêt, ce sont les ateliers pédagogiques. Parce que les ateliers pédagogiques ont un avantage, c'est qu'ils sont à l'initiative des collèges et que finalement chaque collège peut adapter la réponse en fonction des besoins qu'il rencontre. Ce qui est peut-être mieux que des dispositifs imposés par le haut. Dans le même esprit, je crois qu'il y a un effort à faire sur l'aide aux familles pour participer aux voyages qui sont organisés par les collèges. Nous sommes en permanence interpellés par des familles qui très souvent nous interpellent en dehors de l'établissement pour nous dire qu'elles auraient bien voulu participer, surtout des familles monoparentales, mais que c'est un peu compliqué et qu'elles n'osent pas entreprendre une quelconque démarche. C'est d'autant plus important qu'il y a eu une augmentation, si j'ai bien compris, du nombre de collèges qui se sont lancés dans des demandes de ce type, 4% de plus, à enveloppe constante, ça veut dire que l'on va baisser quelque part le montant de la prise en charge. Troisième budget extrêmement important, puisque lui, pour le coup, progresse, c'est le fameux salon Top Métier. On avoisine les 1 million d'euros. Alors j'ai noté que cette année, la délibération a fait un effort pour expliquer que c'était beaucoup plus centré sur les collégiens, l'orientation. Donc finalement, on se rapproche de ce concept de service public de l'information et de l'orientation qui va se mettre en place, dans lesquels les départements vont être partie prenante. Ce qui est un peu plus délicat, c'est que quand on va sur le site ou quand on regarde le flyer qui nous a été distribué, d'ailleurs pour nous inviter, il est indiqué que cela concerne les 13-20 ans. Ça veut donc dire qu'effectivement, quand on analyse sur le site le contenu du salon, on est bien sur un public beaucoup plus large. Je trouve qu'à ce prix-là, nous sommes en train de gaspiller de l'argent. Des salons pour les 18, 19, 20 ans, de l'alternance, professionnels, régionaux, il y en a, il n'en manque pas. Ce qu'il faut, c'est un salon recentré sur ce qui relève du public de 3e, qui s'apprête à réfléchir sur son avenir, notamment par rapport aux filières professionnelles, aux métiers. Et à ce moment-là, ça permet de mieux structurer ce qui est proposé, plutôt que de se perdre parfois dans des animations qui relèvent beaucoup plus du marketing que finalement d'une fonction d'information d'orientation. Il y a un défilé de mode, il y a une séance de signature des joueurs du Racing. Bon, c'est bien, mais est-ce que c'est cela la vocation d'un salon d'information et d'orientation? Je n'en suis pas certain, et je réitère à nouveau cette proposition que j'ai pu faire l'année dernière, qui est de peut-être recentrer un petit peu les choses et qu'il y ait une meilleure... Mais c'est un grand succès quand même. Oui, mais ce n'est pas parce que c'est un succès. Quand j'ai interrogé des collégiens, le problème c'est que c'est un succès parce qu'on tape large, de 13 à 20 ans. Et du coup, comme on tape large, l'offre, elle est tout aussi éclatée, ce qui fait que finalement, elle n'est pas suffisamment ciblée sur le collégien. Oui. Je pourrais prendre des exemples de... Ouais, c'est tellement mieux les chômeurs qu'on fabrique par ailleurs, là, évidemment. Je crois que vous qui êtes pour
une intervention sur des domaines qui correspondent à notre compétence première. Nous sommes compétents sur les collèges. Il y a un travail central, puisque les filières professionnelles, c'est à partir de la 3e qu'on décide ce que l'on va faire, avec notamment l'introduction des bacs à 3 ans en particulier. C'est là que se font les choix. Quand on fait une analyse de l'échec scolaire aujourd'hui, c'est pas simplement parce qu'ils ont quitté le dispositif dans la partie enseignement général, mais parce qu'ils ont été mal orientés dans les filières professionnelles. C'est une des composantes importantes de l'échec scolaire. Donc ça veut dire que c'est clé. Et c'est là où l'on peut faire sauter des préjugés et proposer des informations beaucoup plus complètes et un travail d'accompagnement. Voilà le salon que l'on pourrait imaginer, qui se fait d'ailleurs dans beaucoup d'autres départements. Alors pour le reste, j'aurai trois suggestions à faire, et ce sera terminé, Président, c'est promis cette fois-ci. La première, c'est tout d'abord revenir sur cette question de l'information de l'orientation, puisqu'il y a un projet de loi en la matière, il va y avoir des inflexions fortes, et il faut qu'on voit comment s'y inscrire utilement. La deuxième chose, c'est revenir sur l'échec scolaire. L'échec scolaire aujourd'hui est traité de façon éclatée par divers dispositifs, alors qu'il faut lui donner une importance particulière. Il est trop grave que l'on ne puisse pas, au sortir du collège, éviter ce désastre humain que nous connaissons aujourd'hui. Et puis, la troisième chose, sur le numérique, je ne suis pas forcément favorable à ce qu'on démultiplie les supports. Le plus important aujourd'hui, parce qu'il y a un effort réel du point de vue de l'investissement qui est effectué, avec un effort à fournir, d'après ce qu'on a pu comprendre aux commissions, sur le service derrière. Apparemment, la réactivité n'était pas suffisante. Sur comment soutenir le corps enseignant pour pouvoir se l'approprier. Mais par contre, sur la pédagogie liée à l'utilisation du numérique, ce qui est autre chose, là je crois qu'il y a un chantier entier, complet à lancer. Parce que utiliser le numérique et une pédagogie liée au numérique, ce sont deux choses totalement différentes. J'en ai fini.